Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Dans l'actualité ce soir, 26 octobre, jour mémorable dans l'histoire politique du Bénin, 26 octobre 1972. Il y a 49 ans que l'armée a pris le pouvoir et a dissous le Conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. À suivre, la commission administrative paritaire du militaire de la décentralisation et de la gouvernance locale tient depuis ce matin sa seconde session ordinaire. Dans ce 20h, vous suivez le compte-rendu de Clémence Tonoucoin. Et puis, hors des frontières du Bénin, reprise du procès de Thomas Sankara au Burkina Faso. L'ancien président tué le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État a fait l'objet d'une longue enquête dont le procès a démarré le 11 octobre dernier. Bienvenue à nouveau et merci d'avoir rejoint l'actualité sur Eden Télévision. Je vous en parlais au sommaire, deux voix de mémoire, 26 octobre 1972, 26 octobre 2021. Cela fait exactement 49 ans que le Dahomey, d'alors appelé l'enfant malade d'Afrique en raison de la forte instabilité politique qui caractérisait le jeune État, enregistrait son 5e coup d'État et réussi. Ce coup d'État est venu mettre un terme à la série intempestive de putsch qui agitait le pays depuis son indépendance acquise le 1er août 1960. L'armée s'était engagée solennellement à donner au peuple dahoméen l'espoir d'une aube véritablement nouvelle. Elle a donc dissous le Conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. Le commandant Mathieu Kérékou a pris la tête du nouveau gouvernement. Dans la suite de cette édition d'information, une délégation du gouvernement béninois a animé une conférence de presse dans l'après-midi de ce lundi à Cotonou. Ces émissaires du gouvernement de Patrice Talon étaient face aux hommes des médias pour éclairer l'opinion publique sur les dernières lois votées à l'Assemblée nationale du Bénin. Samson Oké nous en fait le compte-rendu. Le porte-parole du gouvernement, accompagné de 3 ministres de la République face aux hommes des médias. Objectif, expliquer et justifier la position du gouvernement par rapport aux nouvelles lois votées à l'Assemblée nationale, notamment la loi portant sur la santé sexuelle et reproductive et celle portant sur le code des personnes et de la famille en République du Bénin. Il était utile de revisiter les dispositions de chacune de ces lois ou de les initier lorsqu'elles n'existaient pas, pour donc appréhender au mieux les infractions qui ont été adressées par ces tests-là, le tout, encore une fois, dans la perspective d'une meilleure protection de la femme dans notre société. Nous sommes dans un système où, pour utiliser les mots savants, l'interruption de grossesse est libéralisée, mais en réalité, ce n'est pas une libéralisation à tout vent. C'est contrôlé, c'est encadré. Et lorsqu'il y a donc des dérives, au-delà donc de ce qu'on a limité le nombre de semaines au terme duquel l'interruption volontaire de grossesse ne peut plus survenir, c'est que, 1, il y a une obligation de conseil pour tous ceux qui interviennent. 2, il y a la punition de la loi toutes les fois où il y a dérapage, où il y a dérive. Pour le gouvernement, les lois incriminées viennent encadrer l'interruption volontaire de la grossesse et non faire sa promotion, comme pensent certains Béninois. Dire aujourd'hui que le gouvernement a légalisé l'avortement, le gouvernement parle d'avortement et c'est pour ça que les gens vont avorter, c'est comme si nous nous voilions la face. C'est comme si c'est aujourd'hui que l'avortement existe au Bénin. Et pourtant, tous les jours, ça se passe dans les coins de rue, dans des conditions exécrables, à la limite abominables. Un gouvernement responsable ne peut pas être de mauvaise foi lorsqu'il entreprend des réformes. Un gouvernement ne peut viser, un gouvernement responsable, je veux dire, ne peut rien entreprendre qui ne soit destiné au plan social, au plan économique, même au plan politique, à l'amélioration des conditions de vie, ce que nous appelons le mieux-être des concitoyens.
Voilà qui est clair. Le gouvernement, dans ce projet de loi voté par les députés, est dans sa logique de créer les meilleures conditions de bien-être à ses citoyens. Précisons que les lois incriminées ont été votées à l'Assemblée nationale dans la nuit du jeudi 21 octobre 2021. Dans un tout autre registre, la commission administrative paritaire du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale tient depuis ce matin sa seconde session ordinaire. C'est le secrétaire général du dit ministère qui a représenté le ministre en charge de la gouvernance locale qui a ouvert les travaux de ces assises. Clémence Tonoucoin pour les précisions. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette seconde session ordinaire de la commission administrative paritaire du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale au titre de cette année. Il s'agit des sanctions disciplinaires et du dialogue social. Instituée dans chaque ministère et institution de l'État, cette commission apparaît comme un instrument prioritaire dans tous les processus de prise de décision affectant les travailleurs. La présente session sera consacrée aux sanctions disciplinaires du 2e degré et au dialogue social. Notamment, au cours de cette même session, nous allons échanger sur un certain nombre de dispositions à prendre pour éviter d'éventuelles crises pour ce qui concerne notre secteur. C'est essentiellement à ces questions-là que nous allons nous pencher au cours de cette deuxième session ordinaire. Vous aurez donc à vous prononcer sur la sanction infligée à 3 agents du ministère qui ont abandonné leur poste de travail avant d'aborder la question du dialogue entre l'administration et les partenaires sociaux. Les travaux de la présente session sont donc l'occasion d'évoquer les questions de gouvernance et de définir les solutions appropriées à leur résolution pour le bien-être du personnel et pour la préservation de la paix sociale indispensable au bon fonctionnement du ministère. En vue de prévenir les conflits, le dialogue social a été confié désormais à la commission administrative paritaire. Et c'est à cette occasion que les doléances du personnel seront présentées à l'administration et que des échanges seront faits pour que des solutions soient trouvées aux problèmes. Les travaux prennent fin le vendredi prochain. On en parlait depuis 24 heures. Le Fonds national pour le développement agricole, FNDA, fait des heureux parmi les exploitants agricoles en République du Bénin. Destiné à promouvoir l'investissement privé dans le secteur agricole, plusieurs Béninois ont bénéficié de ce fonds pour concrétiser leurs projets. Reportage. Ici, en pays Agonlin, Apollinaire Amoussou possède l'une des plus grandes pépinières du Bénin. Un vaste domaine exploité et entretenu qui s'étend à perte de vue. Dans le but d'accroître sa production et de mieux commercialiser ses plants, cet entrepreneur agricole a eu recours au Fonds national de développement agricole qui lui a facilité un crédit de 17 millions de francs CFA. FNDA si alogouement et do nota télévision pour en suivre comme à Georgia de là un plan d'affaires pour déposer au clé partir nous et sous coufou bon il y a des dossiers il y a des mamans fidèles microfinance de terre non il quoi réagit bon non blo ndo compte do et per coberteza 17 millions nous est représenter au support man do aso wa inu kon yi gbetoton ore mama ko da ho mo ko dan no si wa so support le a onde wa ikwa omoro aso dion e nanu kuma. Il a l'habitude de prendre des financements, il fait des prêts au niveau des structures, mais il n'a jamais eu le montant qu'il souhaite. Donc on lui a proposé d'aller vers le FNDA et il a accepté. On l'a orienté vers une structure d'appui d'encadrement, une SAE, qui lui a monté son plan d'affaires et puis il est allé déposer. Il a donné la fiche d'aliment, il est allé déposer. Puis ça. À plusieurs encablures de Covey, nous voici à Savalou, la cité des Soravis, et précisément à Kpakpassa.
Dans ce petit village, la coopérative Wanignon a aussi bénéficié d'un crédit facilité par le Fonds national de développement agricole afin d'intensifier la production et la transformation de manioc. 6 millions de 6 millions de nous disons et soupo bon et nous coi soukoudé bon wa gboji de ni akosu da lo do mi mo mi de suo nous comptons et mi di mi mo do fenye si ali ho kuzu na de ni mi. NDA c'est un bon moyen pour en réalité aider les producteurs parce qu'aujourd'hui on a compris que pour le développement de chaque nation sans le volet agriculture il ne pourra pas avoir un développement. Avec 50% de la garantie du crédit à la charge du FNDA et un taux d'intérêt allégé, le Fonds national de développement agricole se veut un véritable moteur de croissance pour les projets agricoles au Bénin. Et puis, hors des frontières du Bénin, plus précisément au Burkina Faso, eh bien, la mort de l'ancien président Thomas Sankara, tué le 15 octobre 1987, lors d'un coup d'État, a fait l'objet d'une longue enquête qui a fini par aboutir le 11 octobre dernier à l'ouverture d'un procès. Rappelons que ce procès avait été suspendu à la demande d'avocats de la défense commis d'office. 12 des 14 accusés étaient présents lundi dernier. Exilé en Côte d'Ivoire, le principal accusé, l'ancien président Blaise Compaoré, porté au pouvoir à la faveur d'un coup de force en 1987, ne participe pas à ce procès. Un procès qui va durer 2 à 4 mois. Écoutez ici les avocats des deux parties. S'ils peuvent aider dans ce dossier-là, moi je pense que pourquoi pas aller à la vidéoconférence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment se libérer de ce problème. Parce que quand même, ça fait 34 ans. Il y en a qui avaient 28 ans à l'époque. Aujourd'hui, ils ont 62, 63 ans, ils sont à la retraite. Ils sont fatigués. Mais comme ils sont inculpés, accusés, mais il y en a qui veulent franchement se libérer. Écoutez, nos clients en tant que partie civile auront droit à la fin de ce procès à une indemnisation. Et que l'action qui a été perpétrée par les militaires l'ont été dans le cadre, on va dire, de leur fonction. Ils ont utilisé les moyens de l'État. Je crois qu'il y aurait même un trouble à l'ordre public. La notion de trouble à l'ordre public, on n'en a pas suffisamment parlé. Mais vous imaginez que demain, la population apprend que les accusés dans ce procès exceptionnel sont en liberté. Vous imaginez le tollé que ça va créer. Au Soudan, le coup d'État intervenu dans ce pays au tout début de cette semaine place les problèmes démocratiques africains une nouvelle fois au cœur des débats. Le 11e putsch depuis 10 ans sur le continent. Retour sur une décennie de putsch en Afrique avec nos confrères de RT France. L'Afrique, un continent de 54 États sur lequel on ne compte plus les coups d'État. Lors de la dernière décennie, 9 pays africains ont connu des renversements de gouvernement par les armes. Un chiffre édifiant qui s'illustre particulièrement au Mali, un pays qui a été le théâtre de 3 coups d'État en moins de 10 ans. Le premier intervient en mars 2012. Le président Amadou Toumani Touré est renversé après une décennie au pouvoir. Après une période de transition, c'est Ibrahim Boubacar Keïta qui lui succède grâce à son succès à l'élection présidentielle de 2013. Réélu en 2018, son mandat prend fin le 18 août 2020 de façon assez similaire à celle de son prédécesseur. Vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Un coup d'État qui en sera suivi d'un autre 9 mois plus tard. Personnage central de ces 2 derniers putschs, le colonel Assimi Goïta, nouveau président de transition et véritable homme fort du pays. Autre coup marquant, celui mené par l'armée égyptienne en 2013 contre le tout nouveau président Mohamed Morsi. Élu démocratiquement après la chute d'Hosni Moubarak, renversé par les contestations liées au printemps arabe, le président islamiste ne reste qu'un an au pouvoir. C'est un autre vaste mouvement populaire qui conduira l'armée à destituer Mohamed Morsi. En 2014, après une courte transition, Abdel Fattah al-Sisi, un militaire de carrière, est élu avec 96,1% des voix et est depuis resté
à la tête du pays. Autre exemple, celui de la chute d'Alpha Condé en Guinée, après avoir été réélu en octobre 2020 pour un 3e mandat malgré de forts soupçons de fraude. Le président de la Guinée est finalement renversé moins d'1 an plus tard. Pour éviter que le pays ne tombe dans le gouffre, nous, Comité national pour le rassemblement et le développement, avons pris nos responsabilités comme tout soldat républicain. Nous voulons placer la transition qui s'ouvre sous le signe de l'espérance et d'une Guinée nouvelle, réconciliée avec elle-même, avec tous les fils du pays. Si l'armée a promis une concertation nationale afin de transmettre le pouvoir aux civils, la constitution d'un gouvernement démocratique semble être un lointain mirage. Une situation que ne connaît que trop bien le Tchad, pays qui a récemment vécu des événements similaires. Une véritable faillite de la démocratie en Afrique qui fragilise la stabilité du continent africain. Première victime de cette frénésie de coup d'État, les habitants des pays concernés. 21% de la population africaine est considérée comme sous-alimentée, ce qui représente plus du double que n'importe quelle autre région du monde. Et oui, nous sommes cette fois-ci en France, ouverture du procès des présumés meurtriers de Mireille Knoll à Paris. Cet octogénaire rescapé de la Shoah a été assassiné il y a 3 ans à son domicile. Il y a une semaine, eh bien, une plaque a été placée en sa mémoire. Reportage. 11e arrondissement, au beau milieu du boulevard de Ménilmontant, une allée est baptisée en souvenir de ce drame qui avait créé un émoi national. Le 23 mars 2018, Mireille Knoll, 85 ans, rescapée de la Shoah, était retrouvée morte, tuée de 11 coups de couteau dans son appartement. C'était une promesse faite par la maire de Paris en 2018. Anne Hidalgo a rendu hommage à l'octogénaire. Un repère aussi, ce lieu, pour toutes celles et ceux, parisiennes, parisiens, visiteurs, touristes, qui voudraient aussi rendre un hommage à Mireille Knoll et faire vivre sa mémoire. Sur la plaque, cette inscription, Mireille Knoll, lâchement torturée et assassinée parce que née juive. Le caractère antisémite de ce meurtre avait été retenu par les 2 juges d'instruction en juillet 2020. Cette cérémonie était également l'occasion de délivrer un message. Le combat contre l'antisémitisme doit nous rassembler. C'est un combat profondément démocratique et républicain. Et au-delà des clivages politiques, il était important que chacun marque bien cette volonté de lutter contre toute forme d'antisémitisme aujourd'hui et demain, car l'antisémitisme est un poison, l'antisémitisme est un venin qui divise profondément et qui est un danger pour l'avenir de nos sociétés démocratiques. Les meurtriers présumés doivent comparaître ce mardi devant la cour d'assises de Paris. Un procès très attendu par la famille de Mireille Knoll. Nous, on attend une justice implacable. J'espère qu'ils vont être condamnés et qu'ils n'auront même pas le droit de sortir avant la fin de leur punition. Ils ne méritent pas de profiter de la vie, ces gens-là. Un meurtre contesté par les 2 suspects qui seront entendus ce mardi pour le début d'un procès qui doit durer jusqu'au 19 novembre. Et pour mettre un terme à ce point de l'actualité sur Eden Télévision, nous nous rendons maintenant aux États-Unis. Elles sont considérées comme violation des règles de la Constitution américaine. Les lois d'exception signées par George Bush Jr. après les attaques du 11 septembre 2001 sont toujours en vigueur aux États-Unis. Un dispositif de lutte antiterroriste inédit dans son fondement et surtout sa durée à condamner à maintes reprises. Précision. C'était le 26 octobre 2001, soit 45 jours seulement après les attentats du 11 septembre de la même année. Le Patriot Act était adopté par les États-Unis. Une série de mesures visant notamment à étendre les possibilités de surveillance par les agences de renseignement. Les perquisitions et les saisies de biens sont également rendues plus faciles pour les autorités américaines. De l'aveu même de certains parlementaires de l'époque, cette loi a été adoptée à la va-vite, sans véritable débat de fond. Et puis en
2013. Il y a les révélations, notamment celle d'Edward Snowden autour de la surveillance de masse effectuée par la NSA en vertu de ce Patriot Act. Une partie de l'opinion américaine comprend à ce moment-là qu'au-delà de la lutte contre le terrorisme, ce Patriot Act est utilisé à d'autres fins. Inquiétude partagée également par l'un des auteurs du texte du Patriot Act. Écoutez. En tant qu'auteur du Patriot Act, je suis extrêmement perturbé par ce qui apparaît comme une interprétation exagérée de la loi. Le FBI l'a invoqué pour une décision de justice top secrète afin de recueillir les données téléphoniques de potentiellement chaque appel qui a été passé par les millions de clients de Verizon. Ces rapports sont profondément inquiétants et soulèvent des questions sur la sécurité de nos droits constitutionnels. Ce même auteur s'offusquait encore la semaine dernière des dérives engendrées par ce Patriot Act. Il y a une polémique aux États-Unis depuis plusieurs semaines sur le contenu des programmes scolaires. Et c'est dans le cadre de cette polémique qu'une association de comités directeurs d'établissements scolaires a adressé un courrier à Joe Biden. Ils se plaignent des pressions, des menaces que font certains parents d'élèves justement à l'encontre de ces comités directeurs. Il qualifie ces actes de terrorisme intérieur et en appelle donc à l'utilisation du Patriot Act pour poursuivre ces parents d'élèves. Évidemment, l'auteur explique que ce n'était absolument pas l'idée de ce texte adopté en 2001. Si bien qu'aujourd'hui, il y a les progressistes, certains progressistes et certains conservateurs qui, pour des raisons différentes, alertent donc sur les dérives de ce Patriot Act, une loi votée donc il y a 20 ans et qui a surtout ouvert la voie à d'autres législations similaires dans d'autres pays. Des lois souvent adoptées au lendemain d'attentats dans ces pays et qui sont inscrites de fait dans l'arsenal judiciaire à long terme de ces pays, souvent sans débat de fond et sans remise en question. Et ce sera tout pour ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Je vous précise que l'actualité se poursuit sur nos différents canaux digitaux, Facebook, Twitter et YouTube, et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonsoir.